Les plus grandes stars du monde ont porté des bijoux comme Kardashian, Taylor Swift, Katy Perry, Jennifer Lopez. J'étais pas très bon élève. Les études m'agacent. C'est comme un combat à la vente. Pour qu'à un moment donné, il bascule et qu'il dit j'achète. On a vendu des appartements aux hommes les plus riches du monde. Il y a un fonds d'investissement qui est venu me voir. Je vais mettre mon entreprise en difficulté. C'est un peu les problèmes ou l'échec qui t'a poussé à faire tout ça. J'ai eu plusieurs personnalités complètement différentes dans ma vie quand j'étais jeune. Alexandre Corot, vous ne connaissez peut-être pas ce nom, mais c'est un multimillionnaire français qui a commencé à partir de rien. Comment je l'ai connu? Dans la rue. Il passait, je lui posais une seule question. Vends-toi en 10 secondes. Sa réponse m'a épaté. J'ai gardé son contact pour lui dire « Est-ce que je peux venir te voir? Je veux savoir comment tu as réussi, qui tu es, par quoi tu es passé, comment tu arrives à nicher, à segmenter, à investir sans faire des erreurs. Et si tu en as fait, quelles étaient tes erreurs? Et comment surtout avoir des enfants, une vie de famille et pousser tes propres enfants à être comme toi, peut-être même mieux. C'est quelqu'un qui a véritablement trouvé sa VO, sa version originale. Aujourd'hui, je suis parti pour le rencontrer. Il n'a jamais accordé aucun entretien, aucune interview. C'est quelqu'un de très discret, mais vous me connaissez. J'ai réussi à lui poser des questions très profondes. Elle est vraiment dans son intimité. C'est exclusif pour vous, pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous aussi vous aimez l'entrepreneuriat et surtout comment communiquer sur vous, comment mieux vous vendre et vendre votre offre. C'est parti, rendez-vous au Conti, dans le 16e. C'est magnifique. À tout de suite. Tu viens d'accueillir l'un des plus anciens restaurants italiens de Paris, peut-être même le plus ancien. Le Conti, on est dedans. Un autre restaurant encore plus emblématique, c'est le Grand Venise. Tu es le propriétaire aussi. On voit que tu es un très bon père de famille, que tu es, comme tu dis, sleeping partner avec tes 2 enfants et qui ont l'un des cafés le plus successful de tout Paris. J'ai une question à te dire, c'est tu te prends pour qui? C'est quoi le projet? Est-ce qu'il y a des gens qui essaient de t'arrêter des fois? Quelle est ton ambition? Tu veux t'arrêter quand? C'est quoi le truc? Et t'es qui? Un serial entrepreneur. Bien sûr qu'il y a des gens qui aimeraient m'arrêter, mais on trace notre route, on ne regarde pas les gens, on fait ce qu'on a envie de faire, on fait ce qu'on pense être bien, on fait dans chaque domaine, parce qu'il y a encore d'autres domaines dans lesquels on travaille, en sorte d'être profitable, mais le but principal, c'est aussi de faire des projets dans lesquels on prend du plaisir. Mais tu as commencé comment en fait à la base? Parce que là on parle un peu de ce qui est en train de se passer, mais comment tout a commencé? C'est-à-dire est-ce que quand tu étais gamin, tu voulais être, je sais pas, architecte, tu voulais faire un master comme tout le monde, une école de commerce? Est-ce que tu voulais devenir pharmacien? Est-ce que tu voulais rien faire? Comment tu t'es dit, ok, moi, c'est pas le salariat, c'est l'entrepreneuriat et je vais devenir opportuniste, c'est-à-dire trouver des opportunités, trouver le problème et donc les solutions. Alors, pour retracer un petit peu mon parcours, j'étais petit-fils de commerçant, fils de commerçant. Mon papa, aidé de ma maman, avait monté une très belle affaire de prêt-à-porter. C'était le premier à démocratiser un petit peu le costume. Ok. Il y a de cela peut-être 40 ans. À Paris? À Paris, dans les centres commerciaux. C'était le premier à ouvrir dans les centres commerciaux quand les centres commerciaux ont ouvert en France. Et il a malheureusement eu un revers de situation. Et je pense que ça aussi, ça a été ma motivation pour essayer de réussir dans les affaires. J'étais pas très bon élève à l'école. J'ai toujours voulu travailler très très tôt. Très très tôt, je faisais des petits business à droite à gauche. J'essayais de... C'est quel âge très tôt? À partir de 14 ans. Ok, quand même, ouais. J'essayais de travailler dans les affaires de mes parents. Ok. Ensuite, je faisais de la petite vente à la sauvette avec des amis. On essayait de se débrouiller par n'importe quel moyen pour gagner des sous. On organisait des soirées aussi. Génial. Voilà, on faisait tout pour essayer de gagner de l'argent. Et ensuite, à l'âge de 18 ans, j'ai ouvert ma première boutique de bijouterie. À l'époque, c'était la bijouterie Fantasy. Okay. J'en ai ouvert une, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, ainsi de suite. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai essayé de démocratiser la joaillerie. On a basculé de la bijouterie Fantasy à la joaillerie. Et à cette époque-là, la démarche de la femme et du consommateur, c'était d'aller place Vendôme, acheter son bijou. C'était avec un certain cérémonial. On a eu l'idée de faire du bijou un accessoire que la femme pouvait s'acheter seule.
Donc on a complètement changé de système de fabrication. Je suis parti en Asie, je suis parti en Chine, Thaïlande, Hong Kong, Inde. Et au lieu de vendre un bijou place Vendôme, comme ils vendaient avec un cérémonial 3 000, 5 000, 10 000 euros, on vendait des bijoux en or et en diamant dans les 200, 300, 400 euros. Et ça fait un boom total. Et accompagné ça, on a commencé à faire des campagnes de pub aussi dans les journaux. J'ai pris les meilleurs directeurs artistiques qui travaillaient pour Chanel, Dior, etc. Et on a fait des campagnes de pub très fortes, parce que ma marque, à l'époque, je voulais qu'elle soit un peu provocatrice, et ça a explosé. Voilà. On a ouvert des boutiques dans le monde entier. Suite à ça, les plus grandes stars du monde ont porté les bijoux, comme Kardashian, Taylor Swift, Katy Perry, Jennifer Lopez. Et on est monté comme ça, petit à petit, dans le monde entier. Jusqu'au jour où il y a un fonds d'investissement qui est venu me voir. C'était le plus gros conglomérat privé chinois qui s'appelle Fosun, qui a voulu racheter la société à la veille du Covid. J'ai cédé tout d'abord une première participation pour ensuite céder la totalité de ma société. Et suite à ça, je disposais d'un petit peu de fonds propres et je me suis lancé dans des domaines que j'affectionnais, comme le domaine de la nuit, la restauration, l'immobilier, etc. Trouver sa version originale, trouver sa VO. C'est ce qu'a fait Alexandre et c'est ce qu'ont fait de nombreux entrepreneurs pour réussir à monétiser leur personnalité, à mieux se comprendre et à comprendre les besoins des autres. Ça passe à travers une communication fluide, savoir quoi dire, comment le dire. Et si vous voulez trouver votre VO à votre tour et la monétiser, cliquez sur le lien qui est juste en dessous et on se revoit très rapidement. On repart dans la vidéo. Ce que j'entends là, ce que tu es en train de me dire avant de rentrer dans la partie, parce que j'ai l'impression que tu es quand même une personne qui est très créative. Et c'est ça aussi peut-être qui t'a permis de faire tout ce que tu as fait, que tu as réussi un peu à utiliser ta personnalité et à la mettre dans tout ce que tu as entrepris. Mais quand tu entends parler, c'est un peu les problèmes ou l'échec qui t'a poussé à faire tout ça. Tu as dit que tout a commencé quand la situation de tes parents n'était plus, ils étaient plus à leur apogée, quoi. Et c'est ça qui t'a un peu poussé à faire tout ce que tu as fait. Et justement, comment tu gères l'échec? Alors, l'échec, j'en ai eu pas mal, parce que sur plus de 30 ans de carrière, on a forcément des échecs. On apprend de ces échecs, on apprend de ses erreurs. Et sur le moment, c'est difficile, parce que ça engendre des pertes d'argent, etc. Mais des échecs, justement, des pertes d'argent, au point où tu te dis, putain, c'est foutu. C'est-à-dire que tu as été presque pauvre, ou des échecs, c'est-à-dire que bon, ça va, il y a encore de la trésorerie, il y a des choses comme ça? Non, j'ai jamais eu d'échecs qui m'ont mis en péril ou en danger fortement. Mais parce que je mesurais aussi les risques avant d'entreprendre quelque chose. Donc je connaissais le risque. Dans les affaires, la réussite, c'est une balance. Et il faut que juste la réussite soit plus importante que les échecs. Comment on crée une marque au point où la même clientèle est passée de chez Tiffany, par exemple, à ta marque à toi? Parce que tu m'as sorti des noms comme Kardashian, Rihanna, etc. Comment tu as fait ça? En fait, ma passion et mon instinct me permettent de casser des codes, de sublimer un produit et d'en donner vraiment envie. C'est ce qu'on a fait en joaillerie. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans mes autres affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai créé un lounge, bar, chicha. Et quand on dit le mot chicha, par exemple, tout le monde a cette vision et ces a priori extrêmement négatifs. Mais aujourd'hui, c'est devenu une référence en France, même dans le monde. C'est devenu le plus bel endroit, le plus luxueux, où on a toutes les stars qui viennent, tous les chanteurs, tous les footballeurs, qui viennent dans cet endroit-là parce qu'il est complètement différent. On a réussi à créer un lieu ultra VIP qui n'existait pas en France, malgré, comme je le disais au début, les a priori des gens. Encore aujourd'hui, quand on dit chicha, chicha, oh là là, c'est des endroits de voyous, c'est des endroits de racailles, alors que en réalité, pas du tout. C'est ce que je fais aussi avec, on a créé un concept de glace qui est complètement différent à Cannes et qui fait un carton. Parce que aussi, cette glace, elle a été imaginée et créée pour casser les codes de la glace, avec un concept très fort, une image très forte, et des produits toujours exceptionnels. En fait, il faut allier la qualité du produit avec le concept, avec la communication derrière. Et tout ce mélange-là fait que ça rend la marque successful. Voilà. Et ensuite, on a racheté le Conti, qui est un endroit historique,
Toutes les personnalités sont passées par ici. Aujourd'hui, il y a un très bon chef qui arrive à nous faire une cuisine d'exception, dans un endroit, un décor qui est historique et qui sort On peut le voir, là, de ouais, l'ordinaire. Voilà, c'est un petit restaurant, c'est un petit bijou, c'est un endroit confidentiel. Et on a redonné à cet établissement toute la renommée et tout le succès qu'il avait connu autrefois. Il avait été laissé un petit peu à l'abandon. Voilà, aujourd'hui, on est presque complet, midi et soir. Parce que là aussi, on a fait un marketing qui sort un petit peu des rails traditionnels. Est-ce qu'il n'y a pas un point commun, c'est-à-dire ta touch à toi, pour faire la différence? Donc par exemple pour les bijoux, est-ce que tu as fait ça par rapport à un seul accessoire, plusieurs? C'était quoi le truc qui a permis un peu de mettre ta graine quelque part et ensuite d'être connu pour le reste, si on parlait notamment que des bijoux? Les bijoux, en fait, on a créé des designs extrêmement faciles à porter, mais en même temps qui sont très remarqués et très visibles. C'était un petit peu le paradoxe de nos créations, et toujours avec des prix très attrayants et une qualité au rendez-vous. Donc tout ce mélange-là a fait que la marque est devenue successful. Et en plus de cela, quand les clientes ou les clients voyaient ces bijoux portés par les plus grandes personnalités, ça alimentait les choses. Comme aujourd'hui, au Conti, on voit toutes les personnalités en quelques mois depuis qu'on l'a racheté qui sont passées par là. Comme au Call Club, toutes les personnalités, même internationales qui viennent, et que ça donne envie aux clients de venir et de passer un moment d'évasion. C'est parfait parce que c'est là où je voulais en venir, c'est que tu arrives à trouver des clients, ils viennent, ils reviennent, ils en parlent. On peut se dire que vraiment le point commun, c'est peut-être que tu es un vendeur d'émotions. C'est que à chaque fois, et d'expérience. Ben justement, c'est quoi la différence entre hospitality et commodity, tu vois, entre vendre de l'expérience haut de gamme et juste vendre un bien commun, quoi? Moi, j'essaye de créer, comme tu l'as dit, de l'émotion et de faire vivre une expérience à des clients qui sont aussi réceptifs et sensibles au code du luxe, mais accessibles. C'est ça le maître mot, c'est l'accessibilité. Le luxe accessible. D'accord, ok. Voilà. On essaie de créer à travers tous ces concepts, c'est ce qu'a essayé aussi de créer mes fils quand ils ont fait Cafignance, des communautés, des clubs en fait privés. Voilà. Quand on va au Call Club, quand on vient au Conti, on ressent ça parce qu'on voit toujours un certain type de clientèle. Aujourd'hui, les clients, ils aiment cette fidélisation entre guillemets. Moi, chaque concept quand je le crée comme si c'était moi le client. J'y mets ce que moi j'ai envie d'y trouver. Parce que je voyage énormément, j'ai toujours voyagé, je connais tous les endroits du monde, entre guillemets, mais oui, bien sûr, oui. Je suis curieux de nouveaux concepts, de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Et quand je trouve quelque chose, j'essaye de l'apporter à mes concepts, ou parfois de l'adapter. Donc en fait, tu es en train, tout bonnement, d'essayer de mettre ta personnalité à travers tes concepts, et in fine, à vendre ça. C'est que c'est pas d'abord, de ce que je comprends, l'argent que tu vises, c'est d'abord essayer de comprendre, bon ça tu l'as fait avec toutes ces années, qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et ce que tu as envie de faire vivre aux gens à travers donc ta personnalité. Exactement. L'argent, je le vois pas au premier abord. Ouais, c'est ça, c'est une conséquence d'un chemin, d'un... Parce que je sais instinctivement que si j'arrive à mettre le concept que j'ai à l'esprit en place, ça va marcher. Ça va marcher. Mais c'est justement le nom de ma chaîne, c'est Trouve ta VO, trouve ta version originale et monétise-la. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le branding ou le branding personnel, ça passe à travers avoir une caméra, je sais pas combien, à essayer de savoir, des choses un peu plus techniques, quoi. Mais en vérité, c'est un rapport à soi, même pour les business qui sont physiques, pas que le digital. Et tu me parlais de tes enfants, et justement, quand on est ce que tu es, comment on parle à ses enfants? Est-ce qu'on parle comme un père, point? Ou est-ce qu'on parle comme un père entrepreneur et on essaie de leur dire « Ok, c'est bien, sois le meilleur ou pas à l'école, un peu ce qu'on dit, c'est logique. » Ou bien « Écoute mon fils, viens, je vais te parler. » Qu'est-ce que tu leur dis? Bon, déjà, ils ont eu l'exemple d'un père qui travaillait 7 jours sur 7, jour et nuit. Donc déjà, ils ont ça en eux. Ouais. Et ils sont comme ça. Ils ont fait j'ai eu la chance de pouvoir leur payer des bonnes études. Donc ils ont pu faire des études. Mais je pense que même s'ils n'avaient pas fait d'études, ils étaient formatés pour travailler
et réussir. Ils avaient cette notion déjà de... Ouais, je pense qu'ils avaient cette notion. T'es un peu comme et un mentor. mes filles qui l'auront aussi, j'en suis sûr. Quand je leur parle comme un père et comme un ami, en fait. Voilà. Mais par contre, je les ai jamais bridés, jamais cassés, jamais. Je suis même moi aussi à leur écoute. Je ne suis pas le père dictateur qui va leur dire fais ça. Non, pas du tout. Attention, fais pas ça. Ouais. Non. Eux, ils viennent me demander des conseils, je leur donne. Ok. Voilà. Le fait qu'ils sentent que j'ai confiance en eux aussi, je pense que ça les propulse. Ouais, forcément. C'est un moteur pour eux. Voilà. T'es un peu un mentor pour eux, quelque part. J'espère, peut-être. Ouais, tu vois. Mais du coup, est-ce que toi, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui était aussi un mentor pour toi, je sais pas, peut-être un oncle, un ami, ton père, ou des gens que tu as rencontrés qui t'ont dit, qui t'ont appris certaines choses? J'ai eu plusieurs personnalités complètement différentes dans ma vie quand j'étais jeune, qui m'ont montré des choses. J'ai pris le bien comme j'ai pris le mauvais aussi. Et j'ai construit ma vie professionnelle en fonction de ce que je voyais autour de moi et de ce qu'on me disait et de ce qu'on voulait me montrer. Voilà. Mais depuis tout jeune, j'ai toujours eu cet esprit commerçant, entre guillemets. Aujourd'hui, je vends des chats, je vends des pâtes, je vends des glaces. Je fais aussi de l'immobilier. Oui. Je suis associé avec un des entrepreneurs les plus connus sur Paris, qui fait des chantiers ultra haut de gamme, qui s'appelle Brice Béchet. Et c'est pareil, quand on travaille sur des quartiers ultra haut de gamme comme le Triangle d'Or, et quand on achète un appartement et qu'on on le refait comme si c'était pour nous. Il est extrêmement talentueux, il a une vision extrêmement précise et perfectionniste de son métier. Et donc, on est très complémentaires. Moi, j'essaie de trouver l'emplacement, l'appartement type, et lui, il arrive à le sublimer. Et grâce à ça, on a fait des opérations exceptionnelles. On a vendu des appartements aux hommes les plus riches du monde. Parce que c'est toujours pareil, c'est toujours le même process, même dans l'immobilier, en fait. Ok. Voilà. Admettons, tu as 20 ans, mais tu as 20 ans maintenant, en 2025. Tu ferais quoi? Alors, moi, c'est peut-être un défaut que j'ai. Ouais. Les études m'agacent. Ok. Voilà. La théorie m'agace. Les gens qui font des études et qui pensent qu'en sortant des écoles, ça va être les champions, ils m'agacent fortement. Parce que moi, j'ai toujours été un homme de terrain. Toujours. Et puis quand j'ai commencé à travailler jeune, on me dit « Oh là là, mais tu fais pas d'études, tu vas pas faire d'études, tu vas te planter, tu vas prendre le mur. » Et finalement, mon humble réussite, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment réussi 1000 fois mieux que moi, montre que c'était complètement faux, en fait. Ouais. Et je pense personnellement qu'on apprend beaucoup plus sur le terrain qu'en étant assis, en écoutant quelqu'un. Qu'à l'école. Voilà, donc au début, c'est une prise de risque, parce que on démarre tout seul. Parfois, on engage de l'argent. Moi, j'ai emprunté de l'argent à mes grands-parents que je leur ai rendu, par exemple, pour monter ma toute petite première affaire. Alors, c'est sûr que si c'était une petite boutique dans le 17e, dans une rue perdue, mais j'avais besoin de cet outil de démarrage pour démarrer. Voilà, j'étais très jeune. Ma maman m'avait aidé aussi un petit peu en me donnant un petit peu de sous qu'elle avait économisé. Mais j'aurais pu rester petit commerçant dans cette rue pourrie que personne connaît dans le 17e, et finalement, j'en ai fait une marque mondiale. Ouais. Donc, les études, le problème, c'est qu'on rentre dans un circuit, on rentre dans une société, on devient salarié, et puis à un moment donné, la vie personnelle, on se marie, on a des enfants, et puis à un moment donné, plus on avance dans le temps, et plus on a peur, et on ne peut plus quitter ce circuit dans lequel on est rentré pour devenir entrepreneur. Parce qu'on recherche une certaine sécurité, et parce qu'on ne veut pas prendre des risques. Ouais. Voilà. C'est deux circuits complètement différents. Moi, je favorise les gens qui ont une expérience de terrain. Déjà, ils m'intéressent beaucoup plus. Ouais. Parce qu'eux aussi, ils ont pris des risques, ils ont pris des gamelles. Voilà, ils ont plus de vécu. Pour moi, c'est des gens qui sont plus... Ils ont le cuir épais, quoi. Ils savent de quoi. J'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression. Non, mais on le voit, quoi. J'ai l'impression. Avec tout ce que tu nous as dit, on peut dire que tu es un bon vendeur, quand même.
Alors, il paraît. Voilà. Je ne veux pas me vanter, mais il paraît. Mais justement, c'est que si par exemple tu es avec un client, que ce soit dans le domaine immobilier ou dans n'importe quel domaine, il te dit non. Quelle est ta méthode pour essayer d'aller rechercher le oui? Est-ce que tu es du genre un peu pushy? Est-ce que tu attends un peu? Tu joues avec le silence? Alors, c'est quoi ta méthode? Si tu avais un conseil un peu de négociation à nous partager. alors, un bon vendeur, Ouais. c'est quelqu'un qui est capable de vendre n'importe quoi à quelqu'un qui n'en a pas besoin et en plus qui n'en a pas les moyens. Pour moi, c'est ça, un très bon vendeur. La vente, c'est un travail psychologique. C'est-à-dire qu'on se retrouve en face de quelqu'un et à travers des mots justes, on essaye de le toucher pour lui donner envie et pour le rendre même parfois dépendant à ce qu'on va lui offrir, à ce qu'on va vouloir qu'il achète. Ouais. On se rend compte, quand on est dans la vente, moi je suis dans la vente depuis que j'ai 13 ans ou 14 ans, que ce système de vente, il est valable pour n'importe quel produit. Ça peut être pour un verre, pour un plat de pâtes, pour un appartement, pour un bijou. C'est comme un combat à la vente. C'est de mettre son adversaire en confiance et le toucher psychologiquement pour qu'à un moment donné, il bascule et qu'il dit j'achète. Je le répète, ça peut être valable quand on vend des vins, quand on vend un plat de pâtes, mais même quand on vend des appartements à plusieurs millions. Voilà. On se rend compte que la personne qu'on a en face de soi, elle a besoin de sensations. Et c'est ça l'expérience, de faire vivre l'expérience. À un moment donné, quand on fait vivre l'expérience à quelqu'un, on le fait basculer dans l'achat et dans la dépense. Ouais. Pour quel que soit le produit. Maintenant, est-ce qu'il y a peut-être un cadre, une méthode, quelque chose qui pourrait, où tu te dis, ok, non là, vaut mieux abandonner, vaut mieux lâcher le truc. Alors, moi j'ai eu mes deux exemples les plus flagrants en termes d'échec. J'ai loué un magasin à New York, à Soho, avec un loyer exorbitant. Et en fait, Soho, je ne sais pas si tu connais New York. Oui. Voilà, Soho, on voit qu'il y a des flux de personnes énormes avec des marques qui sont toutes installées là-bas, comme Chanel, comme Dior, comme Vuitton, comme toutes les marques. Donc je me suis dit, Soho, pour ma marque, moi, en tant que petit Français, ça va être... C'est un peu Saint-Germain-des-Prés, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, on peut dire ça. Ouais. Saint-Germain-des-Prés, ou la Montaigne. Ou Montaigne, oui, un peu des deux. Ça va être le succès. C'était pour moi un aboutissement aussi professionnel et personnel. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était le miroir aux alouettes. J'avais un loyer qui était colossal. Et finalement, je me suis rendu compte que le flux, c'était des gens qui se promenaient, tout simplement, et qui n'achetaient pas. Et c'était pas trop ma ville, New York. Je me suis dit, là, il faut que je coupe direct. Parce que sinon, là, je vais mettre mon entreprise en difficulté, parce que les loyers étaient colossaux. Et ça allait très vite. Et ça, c'est le problème des États-Unis, par exemple. C'est que quand on a un produit qui marche, ça peut exploser. Mais quand on a un produit qui marche pas, la chute, elle est vertigineuse et ultra rapide. C'est inversement proportionnel, quoi. Voilà. Et j'ai monté aussi une autre affaire à New York. Je sais pas si tu connais New York, Times Square. Ouais. J'ai monté une affaire où j'avais eu l'idée d'un concept parce que les flux là-bas sont énormes, les flux piétons sont énormes. J'ai pris une boutique à côté de M&M's. Qui est vraiment très bien, un truc énorme, ouais. Et j'ai appelé ça Bonjour. Okay. Et c'était que des produits à 10 €. Mais tout, des foulards, des bijoux, des sacs, etc. Il y avait un monde énorme. On était ouvert genre 20 heures sur 24 parce qu'il y avait du monde toute l'année, toute la journée, toute la nuit, etc. Ah, ça dort pas. Ça dort pas. Mais je me suis rendu compte aussi, et j'ai fait une erreur, parce que peut-être que c'était de ma faute, j'ai pas assez poussé dans mes investigations avant d'ouvrir, qu'il y avait du monde énormément l'été et que l'hiver, il y avait personne. Et les loyers étaient colossaux. C'était très très compliqué, septembre, octobre, ça commençait à novembre, décembre, janvier. Et là, je voyais les loyers qui tombaient. En plus de ça, on se rend compte qu'aux États-Unis, par exemple, cette clientèle qu'on fait travailler dans ce genre d'endroit, c'est des gens qui viennent de quartier. C'est des gens qui ont beaucoup besoin d'argent, parce qu'aux États-Unis, ça coûte très cher. Ouais. Et ils me volaient. Ils volaient dans la caisse, etc. Donc entre le vol et la saisonnalité, je voyais le gouffre augmenter de jour en jour. Donc j'ai aussi fermé en catastrophe. Voilà, ça a été mes deux échecs les plus importants, mais parce que mauvaise connaissance du marché, mauvaise connaissance de la culture. Heureusement que j'ai gagné de l'argent dans le domaine de la joaillerie, parce que ça fait la balance. Ouais. Voilà. Mais même, comme je te disais tout à l'heure, même si j'ai eu ces échecs-là flagrants, ça ne m'a pas mis non plus en difficulté vitale, on va dire. Si maintenant, parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'un homme maintenant, un homme accompli, un homme qui veut réussir, c'est un homme qui doit d'abord se concentrer sur lui, sur ce qu'il a à faire, vendre,
faire de l'argent, avoir de l'argent, et une fois qu'il est riche, à ce moment-là, il peut se concentrer sur une femme, ensuite des enfants, etc. Est-ce que tu fais partie de cette école ou bien, au contraire, tu te dis c'est parce que j'ai une femme, des enfants, que j'ai pu réussir et atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui? Alors, moi, ça a été ma motivation. Voilà. Ça a été mon moteur. Voilà, parce que je me suis marié très jeune. Ok. J'ai eu des enfants très jeunes. Quel âge? Je me suis marié à 23 ans. J'ai eu mon premier enfant à 24 ans. Et à l'époque, j'étais pas du tout... mon affaire était vraiment en train de naître. Ouais. Mais c'est une motivation. C'était à l'époque une motivation, en tout cas. Les enfants, les bébés, c'est une motivation. C'est un moteur, parce qu'on a la peur au ventre. Et on travaille pour soi, mais on travaille aussi pour eux. Ouais. Mon ex-femme m'a énormément soutenu et aidé tout au long de ma carrière. Aujourd'hui, ma compagne, elle s'occupe du Conti et elle s'en occupe extrêmement bien. C'est sûr que c'est très important d'être quand même équilibré dans sa vie privée. Voilà, parce que... Oui, c'est ça, c'est un équilibre en fait. Voilà. Ouais. Parce que quand tu démarres dans la vie et que tu sors tous les soirs, c'est pas du tout compatible. Enfin, je sortais pas le soir, j'allais peut-être au restaurant quand j'étais en déplacement parce que voilà. T'as pas le choix, ouais. Mais j'allais pas en boîte de nuit. Aujourd'hui, ma vie est différente parce que je travaille dans la nuit, mais elle reste toujours équilibrée. Je bois pas, je me drogue pas. Je fais attention à ma santé. Je pars en cure 2 fois par an pour check-up, tout ça. Voilà, pour me ressourcer. Je fais tout le temps des check-up. Même si je travaille, aujourd'hui, je travaille 18 heures par jour ou 19 heures par jour, je dors très peu. Mais j'essaye d'avoir une hygiène alimentaire. C'est très important, je pense. Il n'y a pas de miracle, quoi, c'est ça, quoi. Non, parce que moi, à l'époque, quand j'ai démarré, que je voyais mes copains sortir en boîte ou aller jouer au casino ou au poker, etc. Ouais. Bah, aujourd'hui... on voit la différence. On voit vraiment la différence. Ok, ouais. Salut les copains. Pour conclure, si maintenant tu devais nous donner un conseil, mais un conseil comme si tu parlais, parce que là, la majorité des gens entre 25+, ce qui correspond à l'âge de tes enfants. Donc si tu devais nous parler un peu comme tu parlerais à tes enfants, le conseil un peu pour réussir, ça serait quoi, sans me dire qu'il faut travailler, et travailler dur. Tu peux pas me dire que ça, tu me dis ce que tu veux sauf ça. Je vais te le dire quand même. Mais non, il faut être créatif. Voilà, il faut essayer il faut être observateur, il faut essayer de se mettre dans la tête des gens et il faut être créatif. Parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement riche d'entrepreneurs que si on ne fait pas la différence, on ne réussit pas. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber non plus dans l'ultra-créativité. Il faut connaître son domaine dans lequel on veut s'investir. Il faut proposer, comme je te l'ai dit au début, un bon produit, un service, un prix raisonnable. Voilà. Quelle que soit la gamme dans laquelle on se lance, il faut avoir ces codes-là qui soient en adéquation avec le marché. Ouais, bien sûr. Mais la créativité, c'est le plus important. La créativité. Il y a quelque chose que tu aimerais dire en plus? Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Déjà, je voulais te remercier de m'écouter. Non, merci à toi, tu es hyper inspirant. Écoute, merci beaucoup. Je suis plutôt quelqu'un de humble et j'aime pas du tout parler de moi en général. Voilà, là, c'est la première fois que je le fais et je le fais parce que vraiment... t'es quelqu'un avec qui on a envie de partager ce genre de choses. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais justement, parce que j'ai fait plein de recherches sur toi, et je me suis dit, tiens, je vais faire Ardisson, tu vois, je vais essayer avoir des fiches, c'est qui, on trouve rien, à part l'histoire de la bijouterie, mais il n'y a rien, il y a 2-3 photos, en mode beau gosse, fashion week et tout, mais il n'y a rien. Ni du domaine privé, ni du domaine même public. Sur le Grand Venise, je l'ai su parce que j'ai vu un peu ton Insta. Et moi, pour resituer le truc, c'est que j'étais avec Ben au marché, on voulait chercher des personnes un peu inspirantes. Et il me disait, mais comment tu vas les reconnaître? Comment tu vas faire pour savoir si ce mec, parce qu'il aura des trucs genre Vuitton partout? Je fais, non, alors déjà, ça marche pas comme ça. Donc moi, je suis conseiller en com et j'ai travaillé avec beaucoup de personnalités comme toi, mais aussi avec des hommes d'affaires qui mélangent un peu affaires et politique, mais d'autres pays, pas français. Et il y a comme une certaine énergie, il y a un body language, il y a une énergie quand il marche. Et dès que tu es passé, j'ai vu Ben, je fais, tu vois lui, c'est bon. Et puis le reste, on l'a vu en caméra. Et les gens se disent toujours, mais comment tu fais pour avoir le contact, pour les revoir, etc. Ça se fait un peu naturellement parce que aussi, il ne faut pas venir en montrant, je pense, donne-moi ça, donne-moi de ton temps, laisse-moi t'interviewer, vas-y, comment t'as fait. C'est bien de montrer qu'on est curieux, qu'on a soif, qu'on a faim,
mais aussi de savoir donner aussi quelque chose à la personne. Et je crois que tu l'as vu, quoi. C'est pour ça que tu nous as gentiment fait venir ici, faire tout ça. Et c'est top. Parce que ça m'a impressionné un peu. Je lui ai dit, attends, il ne me connaît pas. J'ai 10 abonnés dans ma chaîne que je viens de créer il y a une semaine. Et il me dit, ouais, carrément, très bonne idée, vas-y, machin. Waouh, quoi. T'as su te vendre. Voilà. Voilà, simplement, quoi. Si vous voulez apprendre à mieux vous vendre et à vendre votre offre, notamment par rapport à votre personal branding, cliquez sur le lien qui est juste en dessous. Je vous ai fait une vidéo gratuite de A à Z sur comment créer son offre. N'oubliez pas de liker la chaîne, non, de vous abonner à la chaîne, de liker. Si vous voulez un excellent restaurant italien, bah c'est le Conti. C'est quoi l'adresse? 72 rue Lauriston, dans le 16e à Paris. Regardez la déco, regardez comment c'est, allez voir, ils ont un Instagram, je mettrai le lien juste en dessous. Merci, t'as kiffé, ça va? C'est bien. Ouais, c'était super. C'est, Mais je vais te brancher aussi avec... alors je sais pas si, parce que c'est mon